Ouais. Alors, Monsieur David Cohen, si vous voulez bien monter. Alors, David... oui, attends, tu peux présenter. Alors, David, bien sûr, la présidente de la GID a bien dit l'affection qu'on a. On peut dire que, dans le fond, David fait partie des premières fréquentations de la GID. Mauvaise fréquentation. Des premières mauvaises fréquentations de la GID. Alors, David Cohen, plusieurs parmi nous le connaissons, mais c'est toujours un plaisir de le revoir, de l'accueillir. Et aussi, David, bon, il enseigne maintenant la psychopathologie et la psychopharmacologie à l'École de travail social du Florida International University à Miami et fut professeur à l'Université de Montréal, vous vous souvenez, là, de 88 à 2000, c'est là que beaucoup ont été connus. Ses travaux élaborent des lignes de pensée et d'intervention critique comme alternative aux conceptions biopsychiatriques de la détresse psychique et du mauvais comportement et aux idées conventionnelles sur la sécurité et l'efficacité des médicaments psychiatriques. Je pense que c'était pour plusieurs d'entre nous, parmi les premiers qui ont osé s'aventurer sur ce champ-là et donc donner de l'oxygène à ceux qui voulaient aller dans cette direction-là. Il a reçu plusieurs prix pour ses travaux, dont, bon, je ne vais pas faire la liste, là, mais un célèbre, c'est le prix Orange, bien sûr, dessiné par la GID. Et il a été aussi auteur invité à une fameuse chaire de collaboration États-Unis-France, la chaire Tocqueville-Fulbright en 2012. Il est l'auteur de 13 livres, évidemment, et bon, je ne veux pas tous les nommer, et peut-être on verra cet après-midi s'il y a possibilité d'avoir accès à ces livres par la librairie qui va venir exposer cet après-midi. Alors, Monsieur Cohen, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier le conseil d'administration de la GID de m'avoir invité. Je voudrais aussi remercier son directeur, Doris Provencher, et puis Gorette Linares, son agent d'administration, d'avoir facilité ma visite et d'être vraiment très, très gentil de ce côté-là. Je suis très touché par la présentation, l'introduction de Madame Morneau, présidente de la GID, du conseil de la GID. J'ai autant d'affection pour la GID que la GID semble en avoir pour moi. C'est vraiment, pour utiliser l'expression de Lorraine Gay, un espace de liberté de pensée. J'ai toujours ressenti très profondément qu'ici, à la GID, avec les amis de la GID, on était libre de penser et libre de s'exprimer. Et j'ai trouvé ça une sorte de grande richesse et de ressourcement absolument incroyable. Et déjà maintenant, je ressens ça qui monte et je suis déjà assez excité à ce que je vais raconter, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va être. Donc, je suis vraiment ravi d'être ici avec des amis. Monsieur Moreau, je vous remercie infiniment de votre présentation. Je pense que vous avez été précis, magistral, mais aussi très humain, très sage. Et je vous en remercie d'autant que vous avez offert, en première partie aussi, une définition de la vision critique. Il n'y a rien à ajouter à ce que vous avez. Merci. Je parle dans le micro. Il n'y a rien à ajouter à ce que vous avez résumé dans vos premiers paragraphes. Je me demandais est-ce qu'il faut définir la vision de critique avant d'en parler, mais je pense que vous avez fait ça de manière absolument fantastique. Donc, je suis en très bonne compagnie déjà. Alors, ce que je voudrais faire en fait, c'est peut-être en deux parties, peut-être en une seule partie, c'est peut-être pas très long. D'abord, retourner aux sources, c'est-à-dire essayer de voir quels sont les prototypes de la vision critique en santé mentale.
Et les prototypes de la vision critique en santé mentale sont 3 individus qui sont tous nés dans les années 1920. Il y a d'abord Thomas Szasz, le psychiatre américain, qui est mort l'année dernière, qui est né en 1920, qui est mort en septembre 2012. Il y a ensuite le psychiatre britannique Ronald D. Lang, R.D. Lang, qui est né, si je ne me trompe pas, en 1927. Et il est mort en 1989. Et il y a ensuite le psychiatre encore italien Franco Basaglia. Salut Paul. Bonjour. Je cherchais Paul Morin parce que c'est Paul Morin, si je ne me trompe pas, qui m'a, peut-être en 1989, invité à donner une conférence ou un atelier à des personnes qui étaient sous médication et qui étaient intéressées à certaines informations. Donc, voilà, ça date de 20, 24, 25 ans. Et c'est Paul Morin, je voudrais saluer ici aujourd'hui, je suis très content de le voir. Alors, Franco Basaglia, psychiatre italien, qui lui aussi est né en 1924 et qui est décédé en 1979. 3 psychiatres, un Américain, un Britannique, un Italien. À mon avis, ils ont chacun présenté 3 visions critiques qui se recoupent dans certains points de manière assez importante, mais divergent aussi assez fondamentalement sur d'autres manières. Je voudrais les résumer à ma façon assez brièvement, essayer de montrer qu'elles couvrent complètement le champ de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la vision critique ou la vision alternative en santé mentale. Premièrement, la première que je choisis de discuter, celle de Thomas Szasz, qui se résume par la phrase assez célèbre, le mythe de la maladie mentale. C'est la critique originale du modèle médical en psychiatrie. Pour Szasz, la maladie mentale n'est qu'une phrase, qu'une expression, une analogie, une métaphore. Une analogie à quoi? Au fait que la lutte pour se façonner une vie, la lutte pour créer une existence productive, elle est difficile. Elle est très difficile. Elle est souvent tragique. Des fois, on n'a pas de chance parce qu'elle exige beaucoup de chance. Elle exige une attention constante. Elle exige une vigilance constante, tous les jours, à chaque instant. Tout le monde n'y réussit pas rapidement. Ça demande tous ces ingrédients. La chance, des parents dévoués, une société sympathique, etc. Et quand il manque un ou l'autre de ces ingrédients, à différentes doses, les problèmes surviennent. Les problèmes que M. Moreau appelait les troubles existentiels de la condition humaine, si je ne me trompe pas votre expression. Et ces problèmes que les gens vivent quand ils essayent de se façonner une vie, tout le monde, peuvent être extrêmement douloureux, envahissants, fatals même, impersonnels. Ils nous arrivent, ces problèmes. Et c'est uniquement dans ce sens que l'expression maladie mentale, selon Szasz, peut avoir un sens. Toute autre extension ou interprétation littérale de la phrase est une erreur, selon lui, une erreur monumentale. Car cette souffrance, ces douleurs, ces envahissements, ces conséquences terribles de la vie découlent dans presque tous les cas de choix et de décisions faites par des sujets pensants. Dans presque tous les cas, les êtres qui font ces choix, qui prennent ces décisions, sont en pleine santé. Elles ne sont affligées d'aucune plaie, d'aucune lésion, d'aucun dérangement du corps. Peut-être, possiblement, leur corps garde des traces de leur privation, de leurs sévices, de leurs malheurs, de leurs pensées moroses, de leurs pensées obsessives. Peut-être que leur corps garde ces traces-là,
mais ce sont des traces du développement normal, c'est-à-dire du développement d'un être dans son environnement unique, avec son histoire unique. Il n'y a pas de maladie dans la souffrance de l'existence. L'erreur est donc d'attribuer un statut ontologique particulier à une créature humaine simplement parce qu'elle souffre ou fait souffrir les autres. Ensuite, d'affirmer que ce statut de malade précède son statut de sujet libre, de sujet citoyen, de sujet moral. Donc et que ce statut peut le priver de ses droits et de ses responsabilités de citoyen, ou qu'il peut servir à excuser ses fautes et de confier la tâche au corps médical de décider qui sera ainsi classifié et comment le prendre en charge. Et Saz a continué pendant toute sa carrière à décrire abondamment les conséquences de cette erreur, qui culmine en ce qu'on appelle l'état-thérapie ou l'état thérapeutique, la pharmacratie, dont on va entendre parler aujourd'hui encore, aux lois spéciales de protection, entre guillemets, du malade mental, à la médicalisation de l'existence, en fait à l'affaiblissement culturel de la civilisation. La faiblesse de la vision critique de Saz, à mon avis, est en fait sa clarté. Elle éblouit, elle nous force à regarder ailleurs. Et sa rigueur, parce qu'elle exige la justice. C'est tout, rien d'autre. Saz veut l'égalité pour tous, ce qui veut dire la responsabilité de tous. Il ne croit pas qu'une éthique de santé publique, de protection du public, est compatible avec des interventions pour aider des individus en privé. Il croit en l'individu et il veut à tout prix limiter le pouvoir de l'État. Première vision critique. Deuxième vision critique, celle de Laing. Pour sa part, on peut résumer sa vision critique sous la phrase « les pratiques alternatives ». C'est une approche évidemment qui présente certains attraits pour beaucoup d'entre nous ici. Ce qui la distingue de l'approche sazienne, ça repose sur, à mon avis, encore une fois, c'est mon tour d'horizon, l'insistance de l'idée que l'être qui souffre ou fait souffrir les autres manifeste ou possède une authenticité spéciale, une authenticité peut-être possiblement supérieure à l'authenticité des autres personnes plus ou moins ordinaires qui n'attirent pas l'attention. Ou au moins une authenticité spéciale qui lui mérite un traitement spécial. Bien que Laing affirmait assez régulièrement qu'il n'existait pas de maladie mentale, lui aussi, c'était une expression maladroite selon lui. En même temps, il insistait quand même que lui possédait une manière de la traiter. Une méthode spéciale, une méthode supérieure, moins nocive que les méthodes traditionnelles de la psychiatrie qui, de toute évidence, incapacitent le sujet. Laing et une petite poignée de ses collègues se sont eux-mêmes nommés des antipsychiatres et se sont érigés en compétiteurs de la psychiatrie traditionnelle. Il s'est senti attiré, Laing, par la souffrance de ses patients et de ses détenus étiquetés de schizophrénie. Il s'est intéressé à mieux comprendre le vécu intérieur de personnes qui se retiraient du monde ordinaire, qui arrêtaient de jouer les rôles sociaux habituels, qui provoquaient leur entourage par des dires, des comportements quasiment incompréhensibles, offensants. Presque tout individu, et je suis certain qu'il y en a ici aujourd'hui, qui entreprend cette démarche de comprendre la signification de la folie, de faire un bout de chemin avec une personne en crise,
découvre rapidement qu'une très grande partie de la folie est intelligible. On se découvre rapidement une sympathie, une empathie pour l'autre, suivie souvent du désir de ne pas bousculer l'autre, de ne pas le choquer, même si lui nous choque, de le protéger, de le préserver et d'accéder à la plupart de ses demandes. En le comprenant en tant qu'être troublé, avec une authenticité particulière, on essaye de l'aider à traverser son étape qui semble spéciale pour qu'il ressorte de l'autre bout, sain et sauf, mais aussi pour qu'il valide notre approche particulière envers lui, parce que nous recherchons cette validité. Je reviendrai là-dessus. Nous exigeons, parce qu'en même temps, on exige que l'État le supporte et nous supporte à nous dans cette démarche. Ling et ses disciples ont mis sur pied leur très célèbre association Philadelphia Association, qui est l'ancêtre moderne de toutes les pratiques alternatives. Tout ce qui se nomme pratique alternative en santé mentale, c'est-à-dire l'ensemble de communautés thérapeutiques, d'abris, de résidences, de centres de crise, de centres de jour, de centres d'accueil, dans le sens véritable, qui attribuent une authenticité et une légitimité particulière à la folie, et qui s'efforcent de ne pas bousculer la personne ou la choquer, en lui offrant essentiellement un gîte, un repas, une oreille, une écoute, pour qu'il ou elle puisse, pendant un moment indéterminé, se remettre sur pied. Il y avait un problème avec cette vision critique, à mon avis. Il en existe toujours un problème avec cette vision critique. D'un côté, en reconnaissant dans l'être troublé, quels que soient ses motifs et quelles que soient ses circonstances, un être semblable à nous et en voulant l'aider à notre manière, plus douce, plus humaine, nous sommes pleinement dans une démarche caritative. C'est de la charité essentielle et fondamentale envers l'autre, qui devrait se suffire à elle-même et dans laquelle les personnes impliquées, les intervenants et les agences qui offrent ces services, devraient s'investir seulement parce qu'elles y croient et au risque de leur propre denier. Mais en exigeant de l'État qu'il supporte et subventionne cette charité comme partie intégrale des services sociaux et de santé, ces agences, ces groupes sont simplement un autre groupe de pression dans l'État-providence. Elles doivent prendre leur numéro et attendre leur tour dans la salle d'attente pour se faire entendre du contribuable et du législateur, sans aucune garantie de l'issue. Elles doivent constamment chercher à se légitimiser, jouer le jeu de la recherche et de la documentation afin de gagner en crédibilité. Elles sont, comme, je pense, je ne sais plus qui a sorti la phrase, un mouvement social alternatif en santé mentale. J'arrive à ma troisième vision critique, celle de Basaglia, Franco Basaglia. C'est le troisième volet, à mon avis, prototypique de la vision critique. Je le résume par le vocable de soins dans la communauté ou psychiatrie sociale, si vous voulez. Franco Basaglia, il voyait dans l'asile, qui dominait évidemment le système de santé mentale à l'époque où il est devenu médecin et directeur d'un hôpital psychiatrique, ce qu'il est resté tout le long de sa vie, il voyait dans l'asile un espace, un lieu géographique d'oppression. Pour lui, la réforme de soins psychiatriques devait faire partie d'un mouvement révolutionnaire politique inspiré par le marxisme. Basaglia s'est moins intéressé à la nature de la folie, s'il en existe une nature à la folie, ou de l'aliénation, ou ce que vous voulez l'appeler. Il s'est moins intéressé à ça qu'à la structure de l'hôpital, en tant que réponse principale de la société à la folie.
Pour Basaglia, l'hôpital représentait la contradiction centrale de la psychiatrie, le mandat de la cure et du contrôle, et devait tout simplement être aboli. En séparant de manière conceptuelle et spatiale les patients psychiatriques des autres citoyens, l'hôpital perpétuait l'idée, erronée selon Basaglia, que ces deux groupes avaient des besoins différents. Or, selon Basaglia, tous étaient des sujets opprimés dans une société capitaliste. Ils vivaient les contradictions profondes du capitalisme. Et donc, il fut l'inspiration d'une célèbre loi 180 qui servit supposément à démanteler les asiles, bien que tous les asiles aient survécu. Basaglia fut perçu comme un véritable révolutionnaire à son époque, mais pourtant, c'était le chéri de la psychiatrie italienne pendant des décennies. Il a su inspirer ses collègues et il a su inspirer les législateurs à mettre certaines de ses idées en pratique. Mais il n'a jamais diminué son propre pouvoir. Il est resté directeur d'hôpital psychiatrique dans les deux villes où il est resté actif. Il a continué à estimer qu'il jouerait un rôle de chef dans une psychiatrie ou dans un asile transformé. Encore plus important à mon avis, il n'a pas réellement contesté la notion de maladie mentale. Et je pense que c'est précisément dans ce dernier point pourquoi la psychiatrie sociale, les soins dans la communauté sont aujourd'hui les paradigmes dans toutes les sociétés occidentales et ont été intégrés par tous les États à l'intérieur des soins de santé. La psychiatrie a essentiellement adopté les idées de Franco Basaglia, de psychiatrie territoriale, de psychiatrie communautaire, etc., et de désinstitutionnalisation, seulement parce que son propre pouvoir n'en a été aucunement diminué. Pourtant, c'était une vision critique. En somme, dans mon petit survol, petit tour d'horizon de 3 volets fondamentaux de la vision critique, je dirais que 2 des volets ont été ou pleinement ou partiellement essayés. Ceux des soins communautaires et des pratiques alternatives. Alors que le volet sazien a été à toute fin pratique ignoré. La psychiatrie communautaire et les pratiques alternatives sont des projets réformistes. Le projet sazien est un projet abolitionniste. Le projet sazien, si on compare, excusez-moi, la critique du grand système de l'esclavage à la critique du grand système de la psychiatrie communautaire et les pratiques alternatives ont cherché à améliorer les plantations, les rendre plus jolies, plus agréables à vivre, améliorer la qualité de vie des esclaves. Le projet sazien visait l'abolition de l'esclavage. C'était à peu près ça ma première partie. Je peux continuer à ma deuxième partie pour laisser plus de temps après pour le dialogue et tout, ou je peux m'arrêter maintenant. Je dirais arrêtons-nous maintenant et puis réagissons et discutons. Donc, merci beaucoup avec pour toi. ma première partie. Oui. On prendra une petite pause à 10h30. Oui. Ça va-tu? C'est parfait. Alors, allons-y. Les micros sont ouverts et libres. Et, alors, David, si tu es d'accord, on pourrait prendre 1-2 interventions, puis tu réagis pour pas que ce soit juste un dialogue entre 2 personnes. Monsieur Landry. Oui, bonjour, Madame Gay. Ça me fait plaisir de revenir aux sources. Et
Je me présente, mon nom est Lucien Landry, je suis le président du comité des orphelins de Duplessis victimes d'abus. Je pense que la plupart des gens dans la salle connaissent l'histoire des orphelins de Duplessis. Et je peux vous dire ce qu'on appelle pour nous de la jaquette à la cravate. Ce qui veut dire clairement que nous sommes venus de patients qu'on était considérés injustement et même par des intérêts financiers à devenir ce qu'on appelle pour nous, comme vous dites très bien, des intérêts particuliers au niveau de l'Église, des communautés religieuses, ainsi que du gouvernement à cette époque-là, pour prendre des enfants qui étaient issus de sans-famille pour les considérer comme des malades mentaux. Mais je peux vous dire avec fierté que ce n'est pas avec sans grandeur, mais d'une façon tout simplement de dire un geste symbolique que nous sommes devenus ce qu'on appelle pour nous de la jaquette à la cravate. Tout récemment, nous avons obtenu, dans le cadre de la grande réforme de la santé, ce qu'on appelle pour nous le dossier Santé Québec, avec l'arrivée de l'informatisation des dossiers médicaux, d'acheminer le passé historique de ces personnes-là, à être enregistrées dans le cadre des projets de la nouvelle démarche que le ministère de la Santé au Québec s'apprêtait à implanter au Québec, l'informatisation des dossiers, ce qui avait pour but, psychologiquement, organisationnellement, de remémoriser le passé de vécu des personnes qui, injustement, n'étaient pas des personnes. Alors, par la conviction, par la foi que nous avions et par notre personnalité, nous sommes pris en main et nous avons réussi à faire changer des choses, jusqu'à même au niveau législatif, dans le cadre de la loi 59, d'interdire la numérisation des faux diagnostics auprès de ces personnes-là. Et ça a été pour nous une victoire énorme. Et de concrétiser ce qu'on appelle pour nous de la jaquette à la cravate. Moi, j'en suis un, j'ai vécu par ça, et j'ai milité dès le début avec l'AGID, et je vois aussi des figures des anciens que ça fait chaud au cœur de nous voir. Ce que je veux exposer auprès de M. Cohen, est-ce qu'il n'y a pas là un facteur psychologique, un facteur de croyance par rapport à notre approche à se prendre en main? Si vous utilisez l'exemple des orphelins de Duplessis comme une forme d'entraide, une forme de prise en charge de soi-même, par soi-même et ses voisins et ses compagnons, bien oui, évidemment, il y a quelque chose de psychologique, il y a quelque chose qui nous renforce, qui est une démarche essentiellement louable. Je crois que, encore une fois, je reviens à M. Moreau qui disait que la thérapie, c'est-à-dire, on va enlever la connotation médicale, mais donc l'aide pour soi-même, c'est notre aide à nous-mêmes. Alors, c'est un peu ce que je comprends de votre propos. Oui, il y a quelque chose de psychologique, absolument, il y a une dimension psychologique à ça, mais il y a aussi une dimension politique, c'est une dimension morale, existentielle, etc. Mais il n'y a aucune dimension médicale à ce que vous avez fait. Vous avez cette sortie d'une situation opprimante à tous les niveaux, et vous en êtes sorti par d'abord un acte de volonté. Merci. Michel Larrivée de Prodef Estrie. J'ai été vraiment intéressé parce que vous avez parlé du Dr Zas. Comment ça s'appelle déjà? S-Z-A-S-Z. OK. Ça m'a intéressé beaucoup parce que moi, quand j'ai commencé à consulter en psychiatrie il y a 25 ans, j'avais reçu un diagnostic. Puis là, j'ai toujours aimé lire, m'instruire. Puis j'ai tombé par hasard sur un livre du Dr Zas. Puis moi, ça m'avait beaucoup impressionné, la lecture, mais ça m'avait aussi troublé parce que là, on venait de me déclarer malade, mais là, il disait que ça n'existait pas, la maladie mentale. Puis
Puis là, moi, je suis arrivé j'ai vu différents psychiatres. Là, j'arrivais avec j'avais été contaminé par ces idées-là, l'antipsychiatrie, tout ça. Mais vous avez dit Dr Zass a décédé l'année passée. Il devait être considéré comme un paria par la psychiatrie. Est-ce qu'il est en train peut-être d'être un peu réhabilité, ces idées? Peut-être la deuxième partie de mon propos d'aujourd'hui va répondre à votre question. Peut-être. Il a écrit à peu près presque une quarantaine de livres, donc au moins 39-40, dont je pense simplement 3 ou 4 au maximum ont été traduits en français. Alors la plupart de ces livres, à mon avis, presque les plus intéressants, sont des livres assez récents et ils ne sont toujours pas accessibles en français. Je pense qu'il écrivait quasiment un livre par an. Alors, dans les 5 dernières années, il a sorti 5 ou 6 livres couvrant une foule de sujets, en particulier sur le suicide, sur l'antipsychiatrie. Il a écrit un livre entier en se distançant complètement, montrant pourquoi la notion d'antipsychiatrie était une sorte d'injure à la critique, à la vision critique. Alors, toujours provocateur. Oui, Madame? Monique Rochelot, de l'endroit de Laval, mais aussi de la maison Normand-Béthune. Je voudrais témoigner du fait que même c'est très bien de demander à l'État de mettre en place des services puis des groupes, des alternatives en santé mentale, mais ce qui arrive, c'est que quand mon expérience personnelle actuellement, depuis 1 an et demi, je vis dans une résidence privée qui, l'Office municipal d'habitation possède l'édifice. Mais c'est une sous-traitance, puis il y a des gens subventionnés, d'autres qui ne le sont pas. On est quasiment 200 personnes à vivre là, puis ils essayent de nous faire une retraite dorée. C'est-à-dire une fête toutes les semaines, puis beaucoup d'activités, mais les gens sont malheureux. Ils sont malheureux, mais en apparence, faut pas le dire. Faut pas le dire. Mais je pense que c'est une étape. C'est très bien qu'il y ait des choses de même, mais il y a quelque chose qui fait que on nie qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, les personnes qui critiquent sont montrées du doigt, puis on est malheureux. Alors, je me dis, il y a quelque chose là qu'il faut changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut changer. Puis c'est sûr qu'ils disent qu'ils sont malades. Les autres sont malades. Puis quand on commence à vieillir, il y en a qui développent des démences. Puis c'est vraiment critique, là. D'une certaine manière, madame, ce que vous avez dit, ça résume tout. Ça résume tout. Je n'ai pas de commentaire à faire. Ça se tient tout seul. Oui. Alors, vous me rejoignez encore une fois par rapport au terme que vous utilisez, la charité. Rapidement, moi, j'ai été conjointe pendant 30 ans d'une personne qui avait un problème de schizophrénie. On a eu 4 enfants ensemble. J'ai lutté à travers et contre, non pas tous, mais tout. Le système dans lequel on se retrouve politique, qui fait en sorte que le proche aidant est obligé de prendre soin de la personne, quoi qu'on en dise aujourd'hui avec toutes les politiques dont on entend parler ici et là, le proche est utilisé. On est des objets tout autant que la personne dont on parle aujourd'hui qui a un problème de santé mentale. Et ma petite parenthèse ici pour les familles, on me connaît. C'est clair que j'ai une perspective différente de d'autres groupements qu'on connaît aussi au niveau du Québec, qui ont une approche clinique, qui ont une approche de service. Moi, je me suis écoutée, je suis très intuitive et j'ai toujours voulu accompagner la personne avec qui j'étais, qui était mon conjoint et mes 4 enfants, et j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi en étant jugée
en connaissant la charité, en étant humiliée, en allant quêter dans les banques alimentaires, tout ça parce que j'avais des valeurs et je les ai respectées. Je m'envoie pas de fleurs aujourd'hui, il y a plein de gens qui font ça. Mais ça existe encore et malheureusement, au bout de la ligne, on paie le prix. On est des esclaves. On continue, mais on change de terme. Je reviens encore avec la conférence de presse à laquelle j'ai écouté hier avec Mme Maltais. Moi, je crois que plusieurs personnes qui ont un problème de santé mentale et leurs proches, on connaît ce que c'est d'être assisté social. Donc, hier, c'était l'élite rencontre l'élite qui décide pour les démunis. On va les sortir de là, qu'on nous dit. Moi, hier, j'ai eu de la misère à m'endormir. Je venais d'écouter ça. On en est encore là. Mais les gens sont trop occupés. Les gens, donc, ça prend des rencontres comme aujourd'hui pour vraiment saisir le politique dans tout ça. Bon, voilà. Bravo. OK. C'est... Il y a une question qui a été soulevée par l'intervention précédente. Celle-là aussi, c'est la question la question du financement d'un service, la question du droit du citoyen d'avoir de l'État un certain service. C'est pas que c'est une erreur de penser comme ça ou c'est bien de penser comme ça. C'est une idéologie politique particulière. Il y en a plusieurs idéologies politiques, on le sait bien. Et entre autres, il y a une idéologie qui dit que si j'en ai besoin, l'État est là pour me servir. C'est une idéologie comme une autre. Mais quand on rentre dans ce jeu, j'ai rien à vous apprendre, on est souvent déçu. Parce que l'État a lui aussi ses intérêts. Et lui aussi n'est pas seulement intéressé à vous servir. C'est pas compliqué à mon avis. Donc quand on rentre dans ce jeu de revendiquer de l'État qu'il m'aide parce que j'ai besoin d'aide, je suis un être humain, on rentre dans le jeu politique, ces groupes de pression, mouvements, etc. Et qu'est-ce que les questions de santé mentale? Prenons l'expression « problème de santé mentale ». Alors, on peut penser que je préfère dire que j'ai un problème de santé mentale que de dire je suis un malade psychiatrique. C'est un meilleur son à l'oreille. Mais qu'est-ce que ça veut dire, problème de santé mentale? J'espère un jour qu'on se débarrasse complètement de la notion de santé mentale. Complètement. Elle est tout aussi incapacitante, tout aussi emprisonnante que la notion de maladie mentale. Il faut, à mon avis, complètement se débarrasser de la notion de santé mentale. Elle nous emprisonne. Elle emprisonne les services. Elle emprisonne les intervenants. Elle emprisonne les politiques dans un carcan absolument terrible. Si on est à la recherche de pouvoir, d'accord, on joue le jeu. Si on est à la recherche de notre existence économique, notre salaire, on joue le jeu. Mais si, à mon avis, on recherche la vérité, il n'y a pas de santé mentale. Ça n'existe pas. Alors, monsieur, oui? Oui. Moi, mon nom, c'est Richard Miron. Je suis coordonnateur à l'endroit de Laval. Au niveau... ce qui m'avait achalé un peu de votre approche, là, c'est de dire que, dans le fond, ils ont adopté le paradigme de Bassaglia au niveau occidental, tout ça, il y a une désinstitutionnalisation, tout ça. Mais il y a des éléments de Bassaglia qui n'ont pas été adoptés. Je veux dire, les psychiatres, là, ils sont pas dans la population. Ils savent pas c'est quoi le vécu social des gens. Je pense qu'en Italie, il y a quand même un avancé là-dessus, en tout cas, du moins dans la région de Trieste. Puis il y a un aspect pratique. Moi, je suis bien d'accord qu'à un moment donné, il faut abolir la notion de santé mentale. Il faut que les gens y aillent vers leur libération. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà du paradigme du rétablissement et tout ça. Mais comment qu'on opérationnalise ça? Moi, je suis dans une région qui est une ville aussi, de Laval, puis ça n'existe pas des psychiatres qui sont dans la population. J'essaie d'avoir des gens qui remplissent des contrats sévères à l'emploi pour du monde qui sont sur l'aide sociale. Puis je suis pas capable d'en trouver. Je suis pas capable de trouver un maudit médecin parce qu'ils sont pas dans les masses, ces gens-là, ces psychiatres-là. Ils sont pas dans la population. Puis je pense qu'il faut se battre pour qu'ils soient dans la population, puis qu'ils se fassent rééduquer par la population, puis
Oui, il faut se battre pour ça. Puis il faut instiller un vrai mouvement de libération des psychiatrisés. Mais ce mouvement-là, il faut qu'il y ait des revendications pour confronter l'État. Parce que je pense qu'il faut critiquer, mais il faut aussi confronter. Puis en pratique, si on n'a pas de revendications, je vois pas comment qu'on peut le confronter. Puis moi, je pose ça, l'abolition de l'État, aussi à long terme. Mais il faut qu'on crée un mouvement, puis il faut être pratique, puis sur le terrain. Merci. Bon débat, bon débat. Alors, je prendrai la dernière intervention. Ensuite, on prendrait une petite pause pour se réfléchir, cogiter à tout ça. Alors oui, monsieur? Marc Maltais, je suis membre d'un conseil d'administration d'un groupe de défense des droits en santé mentale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis aussi une personne qui a un problème de santé mentale, un diagnostic en tout cas. Je vois que vous êtes prudent. Ouais. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que il y a des gens qui veulent suivre une formation de père aidant, puis ils se retrouvent avec une formation, puis ils n'ont pas d'emploi. Parce que souvent, on demande à des gens, toi, tu fais partie, mettons, tu as un emploi au CLSC, puis on te dit, on va te former, va faire la formation de père aidant parce que toi, tu es dans le CLSC, on te propose un poste de père aidant, va suivre la formation, tu vas avoir ton poste. Mais si tu as la volonté de suivre la formation, mais que tu n'as pas déjà les pieds dans la place, tu n'auras pas le poste. C'est malheureux parce que la formation de père aidant, c'est une façon pour quelqu'un qui a une problématique d'aider son proche, puis il connaît la chanson, comme on dit. C'est un peu malheureux parce que c'est une bonne approche pour faire de la médecine alternative, il me semble. L'approche du père aidant, elle rentre dans ce que j'appelle les pratiques alternatives, c'est-à-dire toute cette approche que j'ai appelée caritative, dans le sens authentique, dans le sens de j'ai devant moi un être humain, je veux l'aider à ma façon, je lui offre mon aide. C'est dans ce sens-là que je veux dire la charité. C'est-à-dire que ça se suffit à soi-même. Ça n'a pas besoin de justification politique ou salariale ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je vois la démarche du père aidant. À mon avis, le problème, peut-être auquel vous faites face, si vous avez suivi la formation, puis là, il n'y a plus de poste, c'est donc de créer votre poste. C'est-à-dire, c'est de prendre une logique néolibérale, de prendre une logique entrepreneuriale, de créer le besoin pour votre service. Il n'y a aucune autre solution à ça. Si vous attendez que l'État crée le poste pour vous, vous avez perdu la bataille avant même de l'avoir. Vous avez perdu le jeu avant d'avoir commencé à le jouer. Donc, pour moi, c'est ça, c'est le défi de savoir identifier de quoi ont besoin les gens qui pourraient bénéficier de mon aide et comment est-ce que je peux leur offrir ça et survivre pour pouvoir manger, élever mes enfants. C'est un grand défi. On peut ou joindre l'État pour essayer de relever ce défi, ou essayer de le faire tout seul, comme tous les groupes sociaux innovateurs ont essayé de le faire. Tout le monde a dû commencer par eux-mêmes ou elles-mêmes. Ensuite, peut-être, il y a eu un changement dans les mentalités et la société est venue adopter certaines de ces pratiques. Mais au départ, il faut compter sur soi. J'ai pas autre chose à dire. Je suis désolé si ça ne cadre pas dans vos besoins, mais bonne chance. Alors, écoutez, je sais, il y avait quelqu'un d'autre aussi au micro. On va revenir après la pause parce qu'on va essayer de s'en tenir aussi à l'horaire. On prend une petite pause. Vous allez prendre un café, un jus, etc. Et vous revenez tranquillement. OK? D'accord.